Bonjour à tous, nous sommes donc à la première journée des sommets du digital et je suis avec Cyril Paglino pour ce petit plateau animé donc par French Web. Donc moi c'est Innocentia. Alors Cyril, d'ailleurs je vais te présenter avant de te poser la première question. Donc tu es fondateur de Starchain Capital. Donc qu'est-ce que c'est Starchain Capital? C'est un fonds d'investissement dédié au secteur des cryptoactifs, protocoles décentralisés et autres projets utilisant la blockchain. C'est ça? Exactement. Bonjour. Ok. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors ma première question, l'année a été un peu mouvementée quand même pour les crypto-monnaies et du coup j'aimerais que tu nous refasses un peu un point sur ce qui s'est passé pour les crypto-monnaies sur ces 12 mois. Bien sûr. Alors le marché global existe depuis Bitcoin, donc depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, il grossit par paliers. Depuis 6 ans maintenant, il y a d'autres cryptoactifs autres que Bitcoin qui se sont créés. Les premiers, c'était Ethereum et d'autres. Et donc, ceux-là grossissent aussi par palier. 2017 a été ce qu'on appelle un bull run. En gros, une attention média forte, beaucoup d'achats, beaucoup de spéculation sur le sujet. Et donc, logiquement, après tous les bull runs, il y a ce qu'on appelle un bear market. Et c'est ce qui se passe en 2018. Donc, les monnaies, les valuations ont effectivement vachement chuté. Ce qui était à peu près prévisible quand on connaissait un peu le marché. Ce qui est intéressant cette année, c'est les avancées technologiques. Il n'y a jamais eu autant d'ingénieurs qui bossent sur le sujet. Les bons sujets et les bons projets restent et vivent, là où tous les mauvais projets de 2017 qui étaient arrivés de façon opportuniste sur le marché meurent et s'en vont. Donc ça fait un peu de ménage dans le marché et comme toute nouvelle révolution technologique, il faut des crises pour avancer et ça fonctionne par palier donc. Donc finalement, cette crise, elle a des côtés positifs. Complètement. Alors, j'ai pas envie de dire ça à voix haute parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent, des investisseurs privés qui s'y sont essayés par curiosité et qui ont perdu de l'argent. Tous ceux qui connaissent bien le marché n'ont pas trop perdu d'argent et logiquement connaissent ces mouvements de cycle et connaissent aussi la viabilité technique des projets. Il y a 2000 projets sur la blockchain aujourd'hui qui sont, on va dire, accessibles au public et à l'investissement. Il y en a seulement 10% qui sont intéressants et le reste, c'est parfois beaucoup du vent. On met le mot ICO ou blockchain partout et c'est ce qui a créé un peu cette bulle en 2017. Alors justement, on va revenir un peu sur les tendances. On va se projeter. On va déjà commencer à se projeter dès le début de cette interview. Comment tu vois un peu sur les 2 ans, comment tu vois ce secteur évoluer? Quelles grandes tendances tu aperçois déjà? Bien sûr. Alors 2 ans, c'est très court pour une révolution technologique. Ouais. On le voit en 95, Internet a mis 15 ans à se développer et à être partout dans le téléphone. Donc 2 ans, ça va être court. Sur la partie spéculation et prix, je ne vais pas me prononcer parce que personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Sur la partie technologique, il se passe plein de choses, il y a plein d'évolutions et plein de on va dire de nouveaux projets qui émergent, et de nouveaux sujets qu'on découvre. Ce qui m'intéresse vachement dans le sujet, moi, c'est ce qu'on appelle le Web 3 ou le Web décentralisé. Et c'est l'idée de se dire qu'avec la blockchain et la cryptographie moderne, on peut créer ce qu'on appelle des crypto-networks. Et ces crypto-networks sont des réseaux ou des places de marché décentralisées. Et décentralisé, ça veut dire qu'on n'est pas sur un seul serveur à un seul endroit et donc faillible, attaquable, mais sur des millions de petits serveurs qui sont des nodes du réseau, donc sur mon ordinateur, sur mon téléphone, le vôtre également, que je vais pouvoir sous-louer à des gens externes pour qu'ils utilisent ma puissance, mon hard drive, etc., etc. Et donc ces réseaux, ces crypto-networks, dont je parlerai beaucoup demain en détail et avec des mots très simples, sont ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui et ce sur quoi j'investis. Et est-ce qu'en France, alors, toi tu es international, tu es très international, tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'on est déjà bien avancé sur ça? Oui, alors moi je vis en Californie depuis 5 ans maintenant et donc mon activité se concentre là-bas, mais il y a plein de sujets en France. On a fait un deal récemment avec une boîte française, on risque d'en faire un deuxième avec une autre boîte française, donc on a 15% de deal flow qui est français. Donc non, il y a une vraie mouvance en France, autant du point de vue légal et juridique où l'AMF fait un boulot formidable, que du point de vue des écoles qui commencent à rentrer la partie distributed database, qui est un peu les cours techniques pour apprendre à coder sur ces sujets. Et donc on voit l'X par exemple à Polytechnique et beaucoup d'autres écoles qui font des ponts avec Berkeley et qui échangent des élèves sur ces sujets. Donc il y a de plus en plus d'apprentissage dans les écoles, de plus en plus de bons ingénieurs et donc un développement de la France qui n'est pas du tout ridicule sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses à surveiller selon toi? Tendance. Comme tendance précise, oui, alors évidemment il y a les gros sujets des stablecoins, donc c'est ces coins qui seraient stable, qui ne bougeraient pas en prix. On voit que le bitcoin et la volatilité est toujours effrayante pour tout le monde, donc un stablecoin qui serait backé par le dollar de façon algorithmique et non centralisée serait le gros sujet. Il y a plusieurs concurrents ou du moins prétendants à ce sujet, et après des sujets sur le file storage, donc en français on va dire le disque dur. Donc il y a Filecoin qui est un sujet fascinant, qui a levé plus de 250 millions de dollars aujourd'hui et qui est un des gros sujets, sur la décentralisation du CPU
GPU. On voit Golem, qui est un gros projet aussi, où on peut... C'est une place de marché pour vendre sa computing power, entre guillemets. Donc je vends l'espace ou la puissance de mon téléphone à des gens qui en ont besoin quand moi je ne l'utilise pas, techniquement. Donc c'est la vraie sharing economy, entre guillemets. Et tout ça de façon totalement décentralisée, sans aucun intermédiaire au milieu. Donc c'est ces places de marché-là qui m'intéressent. Alors, est-ce que toi, alors tu nous as un peu répondu à la question au début, mais tu n'as pas du tout vu du côté des projets. Les projets pour toi cette année n'ont pas marqué le pas. Tu n'as pas eu l'impression que ça ralentissait en même temps que le marché ralentissait? Non, les bons projets sont aussi nombreux l'an dernier que cette année. À mon sens, il y a une vingtaine de très bons projets l'an dernier sur 1 millier de lancements. Ouais. Et cette année également, je dirais qu'il y a une 30 ou quarantaine de très bons projets mondiaux. Donc le rythme s'accélère un petit peu, je dirais. Après, pour moi, on est encore à la couche très bas niveau, protocole. Donc pensez à des sujets consommateurs ou consumer. Le Airbnb de la blockchain n'arrivera pas demain. Et pas même pas dans 3-4 ans. À mon sens, c'est beaucoup plus tard. Il faut d'abord qu'on construise ces blocs qui vont servir un peu comme une espèce de sommier pour le lieu, on va dire. Comme les protocoles HTTP, SMTP, TCP/IP qui ont été là depuis 90 et qui ont permis à Google, Amazon, Facebook, Wikipédia d'arriver ensuite à être leaders. Il faut que sur le marché décentralisé, sur la blockchain, on construise ce layer 1 de protocole avant d'avoir des applications consumer qui arriveront à mon sens dans 3 à 4 ans. Voilà. 3 à 4 ans, ok. Alors, il y a beaucoup de projets qui sortent sur la blockchain et ça peut être, je pense, parfois un peu difficile de savoir si c'est un peu des buzzwords, si vraiment... Parfois, on se dit, est-ce que ce projet, il ne pourrait pas vivre autrement, en fait, sans la blockchain? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Évidemment. J'en parlais tout à l'heure, il y a 90% des projets depuis quelques années sur le sujet qui ne devraient même pas être décentralisés, qui n'ont pas de points ou de but nécessaire à être décentralisés. Donc, évidemment, il y a un buzzword évident sur ICO, sur blockchain, sur decentralization. Et donc, les boîtes qui utilisent ces buzzwords-là sont soit des grosses boîtes qui veulent attirer de la presse et faire monter leur cours de bourse. On l'a vu avec l'ICO de Kodak, par exemple, il y a quelques mois. Ou des petites boîtes qui veulent lever de l'argent et essayer de tromper ou d'arriver à lever de l'argent sur des sujets qui ne sont pas forcément... concret, on va dire. Donc le gros sujet pour les gens qui investissent dans ce secteur, c'est de comprendre les enjeux technologiques. Dans notre fonds, nous on est 3 et on est 2 ingénieurs. Il n'y a pas de financier traditionnel. Les ingénieurs lisent les dossiers, vont voir le code source, vont sur GitHub, s'imprègnent vraiment de la technique des projets pour voir si c'est vraiment un projet viable. Alors, et nous, quand on est un peu grand public, même si on s'intéresse au secteur et qu'on le connaît un peu, comment on peut essayer de repérer comme ça les sujets qui ont vraiment les projets? À mon sens, c'est un secteur qui a été trop vite médiatisé parce que tout l'aspect financier autour du Bitcoin et des ICO l'an dernier ont été très médiatisés, ce qui est normal. On parle d'argent, les gens en parlent. Et quand on parle d'argent, les gens veulent en faire. Et donc, il y a eu beaucoup de médiatisation et de lumière autour de ça. Mais à mon sens, c'est pas du tout prêt pour que le grand public s'y intéresse, en tout cas à ce niveau-là de profondeur, et puisse juger ou discerner un projet. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encore un petit peu de temps pour que tout ça soit démocratisé et pour que ma mère ou mon frère, dans quelques années, puissent utiliser ces projets-là sans se soucier d'avoir MetaMask, payer un gaz fissure Ethereum et tout ça. C'est encore trop compliqué à l'usage. C'est comme si on était en 90 et qu'il fallait brancher 3 modems avant d'avoir accès à Internet. Votre mère ne savait pas ce que c'était Internet, la mienne non plus. On en est à peu près là. Donc il y a eu beaucoup de médiatisation sur le Bitcoin et la blockchain, mais aujourd'hui les bons projets sont encore un peu trop compliqués ou un peu trop avancés pour être expliqués au grand public qui n'a que 5 ou 10 minutes de temps d'attention disponible pour les comprendre finalement. Alors, donc, tu nous expliquais que tu es installé aux États-Unis. Ouais. Justement, sur toi, les projets que tu vois, est-ce qu'il y a des choses que les Français, est-ce qu'encore une fois, les États-Unis sont en avance? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre d'eux? Oui, un tout petit peu, très honnêtement. Après, les Français, on est très bons en mathématiques depuis toujours. Ça fait 30 ans qu'on a des ingénieurs français dans la Silicon Valley qui sont à des postes clés chez Facebook, chez Apple, chez Google. Et ça continue. Donc on a des chercheurs français qui sont talentueux, des ingénieurs français qui sont talentueux, qui bossent depuis Paris ou depuis San Francisco, ou même éclatés dans le monde entier, qui sont très bons. Donc c'est vrai que la France n'a pas à rougir à mon sens. Mais l'innovation aujourd'hui, elle est drivée par les États-Unis. Évidemment la Chine aussi, voilà. Mais c'est un peu plus opaque et on a moins d'accès parce que les white papers, donc les descriptifs des projets sont pas forcément traduit en anglais, donc il faut parler le chinois, c'est un peu plus compliqué. Mais disons qu'à mon sens, les États-Unis, la Silicon Valley lead le secteur pour l'instant, toujours. Ouais. Mais la France n'a pas vraiment à rougir pour moi. Alors, on a un peu de temps, du coup je me dis pourquoi pas. Est-ce que tu pourrais nous décrire, toi, le projet qui t'a le plus marqué, que vous avez financé et qui t'a le plus marqué, si tu dois en choisir juste c'est une bonne question, il y en a un paquet. Ouais, laisse-moi 2 petites minutes rapidement. Il y en a un qui est super intéressant, qui est français d'ailleurs, qui en gros, on a beaucoup reproché à la blockchain de consommer de l'énergie, et à Bitcoin de consommer de l'énergie. Et donc c'est ce qu'on appelle le proof of work, qui était en gros l'idée de dire qu'on va mettre des ordinateurs à travailler pour miner un réseau. Et donc cette façon de faire bosser les ordis fait consommer beaucoup d'électricité, mais beaucoup,
comme un pays en un mois par exemple. Donc c'est vraiment gênant. Et ce Proof of Work System, donc POW, il est en train de changer au Proof of Stake, donc POS. Et ce changement de modèle va arriver à faire économiser beaucoup d'énergie, à être beaucoup plus sécure. Et on a financé une boîte française qui est basée à Paris, qui est effectivement experte du stacking et donc du Proof of Stake model, donc qui en gros va vers la transition écologique du Bitcoin et de la blockchain. Et ça c'est vachement intéressant pour nous. Je le raconte de façon très grossière avec des mots un peu globaux, mais ça c'est un truc intéressant pour nous. C'est de la sécurité et c'est effectivement comment consommer moins d'énergie sur le même modèle. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci Cyril. beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir.